Salut mes petits farfadets, pour cette vidéo de Noël, je vous emmène sur les chemins de l'enfance avec poésie, non c'est pas vrai, finesse et douceur chamarrée et nous allons défraculer ensemble les comics d'un passé simple et composé d'une conjugaison au présent afin d'oublier impérativement notre futur de plus en plus inconditionnel. Surtout pour les viewers qui sont en fin de vie. Mais trêve de considérations oiseuses et déprimantes, place au sommaire juste après le générique. Vous vous souvenez de quelque chose, il est pareil. Au programme, mes petites fouines du Caucase, on va se toucher le tralala avec cet album velu d'Iron Man, mais j'aurai aussi un coup de calgon avant de me défriser la crête, avec une douceur venue de l'enfance, au travers d'un strange rempli de nostalgie et de souvenirs humides et chauds. Je vous invite donc, mes chers farfadets désabusés, à combattre la sinistrose en regardant cette vidéo, ainsi que toutes celles de la chaîne, car d'après une étude très sérieuse du MIT de Valenciennes, les vidéos d'Amazing Geek rallongent l'espérance de vie et combat les maladies. Amazing Geek, déclaré élixir de vie depuis 2016. Allez, envoyez le bousin! Un généreux donateur m'a donné cette année cet album velu Panini consacré à l'intégrale des épisodes de 1969 d'Iron Man. Merci beaucoup mon cher Jérôme, c'est un chouette cadeau, et cela malgré le fait que les dessins sont de George Tuska. Alors oui, je sais qu'une œuvre faite avec ce dessinateur est aussi percutante qu'un Ayrton Senna n'ayant pupillé et se retrouvant en pâle position, et je sais que cela a de quoi mettre un frein à votre intérêt pour ma présentation, mais je vais vous la faire à l'impro comme Alain Prost, dans une nouvelle formule, en un mot vrombissant, je vais essayer de ne pas aller dans le mur comme Ayrton. Mais oublions Senna et son assemblée pour entrer dans le vif du sujet. Cet album d'un fort beau gabarit regroupe les épisodes 9 à 20 du Vengeur Doré réalisé par Archie Goodwin et dessiné George Tuska donc, et ancré par Johnny Craig, qui n'a rien à voir avec Johnny Clay. Sans plus tarder, évoquons en mode YOLO l'épisode 9 datant de janvier 1969, paru dans le Strange 9 en septembre 1970, mais ça on s'en fout, où le mandarin a investi chez AliExpress dans un robot Hulk expédié de Chine. On ne saurait trop vous rappeler combien il ne faut pas acheter chinois mes petits farfadets. Le Fu Manchu de bas étage utilise donc son robot pour attaquer Iron Man, qui, en tant que Tony Stark, essaye d'acheter l'entreprise que Janice Cord a hérité de son père. Les points intéressants de ce récit, pour autant qu'il y en ait, est que Tony tombe amoureux de la blondinette aux sérieux attributs, épithète même vierge comme les blés avant moisson. Un peu de Boétie ne fait pas de mal. Autre intérêt pour cette intrigue, c'est que le mandarin, à la fin de l'histoire, se rend compte que Tony et Iron Man ne font qu'un. La baston contre Hulk est percutante, et au final, lorsque le robot est vaincu, il a servi au mandarin pour jauger les capacités d'Iron Man. Ça reste raisonnable au niveau du scénario. Dans les épisodes 10 à 13, le mandarin piège Tony Stark et essaye de le faire passer pour un ami des communistes. Bien évidemment, Iron Man va se prendre un pain, mais rompu à l'exercice, il va rétablir la situation et va même tromper le mandarin avec un masque en caoutchouc, lui faisant croire que le Vengeur Doré est quelqu'un d'autre que Tony Stark. Pendant tout l'épisode, le mandarin l'évite pour que Bernard Henry, c'est-à-dire jeu de mots, et au final, le vilain mandarin explose dans le crash de son vaisseau. Débarrassé de l'embarrassant mandarin, Iron Man n'est pas au bout de ses surprises en découvrant que toute la ville a été placée sous une sorte de transe napolitaine, avec des gens qui portent des disques étranges sur la tête. Juste à ce moment-là, le contrôleur, un type étrange à l'allure de zombie dans une combinaison de puissance, débarque. Le personnage est intéressant car au départ, c'est un infirme qui a trouvé un moyen de devenir mobile en portant un exosquelette alimenté par le cerveau des gens via un appareil appelé Absorbatron. Bon, on va tout de suite crever l'abcès, les illustrations de George Tuska sont aussi simples et plats que les plus belles chansons de Hervé Villard de Lans. Et il est évident que le gros Tuska en a conscience. Il essaye de nous faire passer la pilule avec des dispositions de panneaux non standards, mais ça ne prend pas, et cela ressemble à un livre de super-héros pré-Kirby Ditko. Faut aimer. Après, les goûts, les couleurs, tout ça. L'épisode 14, datant de juin 1969, est une porte entrouverte, ou entre-bleue d'ailleurs, ça marche aussi, sur les récits d'épouvante. Tony Stark se rend en Haïti, ou son équivalent Marvel, parce qu'on ne cite jamais le nom de ce pays dans cette histoire, et Tony veut savoir pourquoi une usine a été détruite, et il découvre que la raison de la destruction n'est pas un esprit vaudou, comme tout le monde le soupçonne, mais en fait un vieil estropié du nom de Travis Hoyt. On apprend vite que l'estropié est une victime de l'usine qui drainait par inadvertance de l'eau radioactive, et c'est elle qui a donné à Hoyt les pouvoirs et le teint de peau embarrassant qui faisait de lui le Night Phantom. Entre coups et peur, comme Alice, bien qu'Alice Donna, on a le droit à des images dignes de récits d'horreur des années 50 quand on regarde certaines de ces planches. À la relecture, cela semble vraiment être un hommage au travail d'horreur d'ici de Johnny Craig. Les premières pages, avec un flashback sur l'attaque du Night Phantom, sont tout à fait dans le style d'image avec légende des vieux livres ici. Ça donne une création un peu bâtarde, comme le serait un Jack Russell devenu boxer sur une terre neuve qui là-bas dort. Quoi? Là-bas dort, Labrador, non? Non.
puis alors la façon dont Hoyt emporte le rôle principal féminin de l'aventure a tout de l'ambiance des films d'horreur à l'ancienne où le monstre emporte la nénette dans ses bras. Le moment où le méchant est démasqué est un hommage à Mystery of the Wax Museum, un film qui n'aurait pas déplu à France Gall puisqu'il est évident que le visage de Hoyt fait penser à celui d'une poupée de cire, Constance. Beaucoup disent qu'Archie Goodwin a conçu cette histoire spécifiquement pour Johnny Craig, car le sieur en question était devenu un spécialiste des histoires de zombies des Caraïbes, faites pour ici dans les années 50. Enchaînons si vous le voulez bien avec les épisodes 15 et 16 d'Iron Man, où il affronte le fantôme rouge et la licorne qui se sont associés contre lui, dans un épisode épique et collégramme. Si les dessins n'étaient pas aussi mauvais, l'histoire serait pas mal du tout. Le fantôme rouge, qui joue des mots globine, intrigue et manipule la licorne pour retrouver les pouvoirs qu'il a perdus. Au final, le gazier retrouve ses pouvoirs et se transforme en une brume rouge. Et alors on est amené à se demander si le fantôme rouge, qui a abandonné le communisme pour être un agent libre, n'utilise pas la brume rouge comme moyen de lui permettre de garder son nom, tu vois, genre un copyright pour bien garder les droits. Alors, je sais, ça sent la fausse note, comme un pianiste jouant du Chopin clopin. Mais bon, le fantôme rouge est quand même un gros bâtard qui pète les plombs comme Claude François, car à la lecture du récit, on se rend compte qu'il cherche à se débarrasser de la licorne après s'en être servi. Mais au final, il y a un twist encore plus intéressant quand on lit la fin de l'histoire, car la licorne, qui pourtant aurait servi sans broncher le fantôme rouge dans un premier temps, l'aurait finalement maîtrisé pour l'utiliser à son tour, bien entendu. C'est une information à mettre au conditionnel. Est-ce que tu peux nous la refaire au subjonctif plus que parfait? Oui. Le fantôme rouge eût été maîtrisé par la licorne qui l'eût servi pendant de nombreuses années. T'es content? Les connaisseurs et gens de syntaxe apprécieront l'emploi du temps surcomposé qui, avec le verbe avoir, ne peut être conjugué ni au passé simple, ni à l'impératif, ni à l'imparfait du subjonctif. Un épisode pas mal du tout en vérité, si on exclut les dessins du vieux George, mais justement, c'est là que ça se gâte. Vous trouvez que c'est laborieux côté graphisme? Eh ben attendez la suite mes petits rouloulous, vous allez saigner des yeux. Panini aurait dû rajouter dans sa présentation en caractère gras « Vous allez roter du sang ». Et en effet, les épisodes 17 et 18 ont ce doux parfum de cheval dans les lasagnes. Nonobstant, il apporte une originalité, pour ne pas dire une évolution dans le handicap de Tony Stark, puisqu'on se rend compte qu'il n'a plus besoin de son plastron pour rester en vie. Ah! Et dès lors, comme Jacques, on se rend compte que Tony ne va plus mourir à cause de son cœur. Ce n'est point son heure, des lilas. Et en un mot, ça ne sent plus le pâté comme chez Marconi. C'est aussi la première apparition de Whitney Frost dans le rôle de Madame Masque. Et bordel, qu'est-ce qu'elle est flippante! C'est tellement mal dessiné que ça vous met mal à l'aise. C'est aussi l'apparition de Midas, sorte de caricature du méchant glouton qui passe son temps dans le récit avec une cuisse de dinde à la main, et cela dans presque toutes les cases. T'as l'impression d'avoir affaire à un personnage de Mad Magazine ou une pub pour Sodebo. C'est trop caricatural. Et on comprendrait franchement que les critiques de Michel ont ferait des ravages et pousseraient Freud à se taire. On finit avec le concernant épisode 20, fun comme une poire à lavement, où Iron Man affronte Lucifer. Mais pas le Lucifer démoniaque de la religion, mais un homme à l'ordinaire obtenant soudainement des pouvoirs mystérieux, errant comme une âme en peine, en marmonnant qu'il est possédé par Lucifer, relevant plus de la maladie mentale que de la possession satanique. Quand on était jeune, on disait que ça craignait. Et ben oui, ce Lucifer craint. Son nom, son costume, c'est pfff. Alors pour l'anecdote, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça ne coule pas de source non plus. Courant, coule de source. Jeu de mots? Waouh, il vient de loin celui-là. Oui, de tellement loin que je vais lui payer son billet retour. Oui, je disais, quand on regarde le nom des artistes qui ont travaillé sur cette aventure, on découvre qu'un certain Joe Godioso a œuvré. Et ce n'est autre que le nom de plume de Mike Esposito. Le gazier était obligé d'utiliser ce nom pour cacher à DC qu'il travaillait pour Marvel, même après avoir quitté la maison de Superman. Alors que retenir de cet album Panini? Eh bien, je dirais que cet ouvrage a un parfum d'inachevé comme la Sagrada Familia. Je suis sorti à gare d'Austerlitz de cette lecture. Si le style d'Archie Goodwin est un peu empoulé, il n'en reste pas moins éblouissant, c'est-à-dire jeu de mots. C'est-à-dire pas compris. Les dessins de Tusca ont de quoi rebuter et ma tolérance visuelle a été fortement mise à l'épreuve. Sans soulever un tollé rance, j'avoue que la contemplation de cette intégrale Panini m'a laissé comme Véronique, à savoir Samson. Encore une fois merci à Jérôme pour son cadeau, dont l'élan de générosité me touche et le rapproche à mes yeux de ce bon vieux Coluche, dont on mesure encore aujourd'hui les restants du cœur. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Vous aimez les surhommes? Ouais! Vous aimez les guerres full stuff qui s'imposent par la force brute? Ouais! Alors vous aimez les nazis? Mon choix va peut-être vous étonner, mais j'ai lu ce crossover publié chez Marvel France en novembre 2000, rassemblant Hulk contre Superman, avec plein de petits bouts de trucs dedans. Rien que la couverture, tu sens que ça va transpirer le fun. Le récit nous invite à comprendre ce qui se passerait si les deux personnages se croisaient, et si la création de Stan Lee et de Jack Kirby rencontrait celle de Jerry Siegel et de Joe Shuster. Pas de quoi créer une bosse dans mon pantalon, me diront certains d'entre vous, et je ne pourrais pas vous en vouloir. Le scénario est confié à Roger Stern, qui avait fait partie de l'équipe créative de Superman pendant
pendant plus de 10 ans, mais également chez Marvel où il a signé les scénarios de Captain America, de l'Araignée et Hulk entre 1978 et 80. Au dessin, c'est Steve Rude, dont la simple évocation du nom peut être assimilée à un viol buccal. On dit de lui qu'il a le style américain classique, c'est-à-dire qu'il perpétue l'héritage des grands maîtres comme Kirby. Steve Rude est connu pour Nexus, un Superman excentrique de la science-fiction qu'il a réalisé avec Mike Baron, mais aussi pour des œuvres très nostalgiques comme X-Men Children of Atom. Bon, très honnêtement, il faut aimer ce style de dessin. Moi, personnellement, je n'accroche pas. J'ai eu du mal à finir la BD, même si la fin est assez bien écrite. Ce n'est pas tant le scénario que j'ai su apprécier que les dessins qui m'ont empêché d'accrocher. L'ancrage de Al Milgrom sur le papier m'a également quelque peu déconcerté. Vous l'aurez compris, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier cette BD, mais je ne doute pas que beaucoup de lecteurs ont pu apprécier ce récit. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette BD, si vous l'aimez, ou si comme moi, chacune de ces pages vous met au fond du sac. J'avais envie de revenir sur une époque où mes parents m'aimaient encore et où j'étais encore tout choupinou à la limite du kawaii. J'ai envie de vous parler avec nostalgie d'un Strange qui, une fois de plus, a marqué mon parcours de lecteur marvelien ou lugien, rayé la mention inutile. Tout comme le Strange 107 qui a déclenché ma passion velue, et tout comme mon premier Strange que j'ai acheté, à savoir le numéro 149, à la couverture bouléante, n'est-il point vrai? Je vais parler aujourd'hui du premier vieux Strange que j'ai acheté chez mon vendeur ambulant du marché. C'était le numéro 116. Ah mon petit Strange, je vais tellement te polir durant cette vidéo que je vais vraiment te faire reluire. Cette phrase est très étrange. La couverture est tout simplement incroyable, avec Tarantula prêt à embrocher l'araignée, et on se demande comment la censure catho-bolchevique n'a pas coulé une bielle devant une telle scène de violence gratuite. Tu m'étonnes. Même sur la couverture originale, les dards sont moins orientés vers Speedy que sur cette couverture. Ce Strange 116 s'ouvre sur une aventure tirée du Daredevil 119 de mars 1975. C'est le début du run de Tony Isabella sur cette série. Il est associé au dessin par Bob Brown, qui dessine vraiment avec le cul, si vous me permettez mon avis, et c'est ancré par Don Heck. L'histoire débute avec un Daredevil heureux, parce qu'il vient d'apprendre que la Black Widow revient à New York. Tony Isabella met quelques tacles à Daredevil dans le récit, où on voit que tout le monde n'apprécie pas forcément le cornu voltigeur, comme vous pouvez le voir sur cette case assez moche. Mais genre, Isabella est dans le trip « Veuillez agréer l'expression de mes doigts dans le... » Matt Murdock rencontre Pop Fenton, le gars qui a entraîné son père à devenir boxeur. Et le boxeur de ce numéro, Kid Gawain, dont le nom n'est pas facile à prononcer et relève du viol buccal, a été tellement inspiré par Daredevil qu'il est devenu... prêtre. Au passage, je vous mets la planche originale pour que vous puissiez constater que la censure catho-bolchevique a encore sévi en atténuant les impacts des coups de poing. Isabella nous sort de derrière les fagots un méchant vraiment obscur appelé le Crusher. Le corps de Crusher original était auparavant resté coincé au fond de l'océan et il a finalement échoué sur le rivage des États-Unis où un coroner chelou l'a disséqué et a découvert le secret de ses pouvoirs. Et pour une raison douteuse, ce même coroner fournit maintenant ce pouvoir à un boxeur nommé Juan Aponte. Bon, finalement ça dégénère et le nouveau Crusher, au trait aussi sympathique qu'un pitbull à qui on a coincé les testicules, commence à casser la baraque comme Obama. Lug a atténué l'ancrage de base comme s'il voulait estomper la violence de certaines scènes. Cette histoire est aussi fade que les plus belles pages d'un livre de Philip Sollers. Pas de quoi s'éterniser dessus donc, et passons sans plus tarder à l'épisode de l'invincible Iron Man, intitulé La menace d'Arsenal, tiré de l'Iron Man 114, datant de septembre 1978, écrit par Bill Mantlo, et dessiné par Keith Given, et ancré par Bruce Patterson. On y voit Iron Man amener la licorne dans l'Avenger Mansion, afin qu'il puisse aider le cornu comme il le peut, car il est en train de mourir. Quand on regarde de près la BD, on constate que le repère des Avengers renferme d'autres vilains décrépits, comme par exemple le comte Nefaria, conservé ici dans le formol, après l'Avenger 164-166. Voilà comme je me suis renseigné, alors laisse un pause blow, et abonne-toi. Inévitablement, la licorne se réveille et se met en tête de vouloir brûler la rondelle des Vengeurs, qui n'ont pourtant pas mangé de chili con carne. Tu veux du pain? On se rend compte qu'elle est dirigée par celui que nous savons être l'homme de Titane. Pendant le combat, la licorne se retrouve dans un sous-sol sous le manoir et elle active Arsenal. Le bonhomme est grognon au réveil et il assomme la licorne avant de s'attaquer aux Vengeurs eux-mêmes. Finalement, Arsenal disparaît et aucun des Avengers ne sait d'où il vient. Les mecs, ils ont ça en stock chez eux, ils ne le savaient pas. Arsenal reviendra dans l'annual numéro 9 des Avengers. Au final, Iron Man dit que la licorne sera ramenée à Stark International et placée sous assistance respiratoire, et ça s'arrête là. Une histoire simple et sans grande émotion, mais efficace qui a le mérite de se terminer en 16 pages, et c'est bien. Mais venons-en au cœur de mon intérêt pour ce Strange 116, l'épisode de l'araignée opposé à Tarantula. L'épisode est tiré à la fois de l'Amazing Spider-Man 147 d'août 1975 et de l'Amazing Spider-Man 148 de septembre 1975,
Avengers, écrit par Monsieur Jerry Conway, dessiné par le génial Ross Andru, et ancré par Mike Esposito et David Hunt. Bon, et alors les viewers qui sont restés jusqu'ici, ils sont peu nombreux et je les embrasse, se demanderont pourquoi est-ce qu'au début de l'histoire, on nous dit que Peter revient d'une mission dans les Everglades. En effet, on apprend que le bolos revient sans aucune photo à montrer à son patron. Je vous le dis quand même, car je suis généreux, ce fameux voyage a été décrit dans le Giant Size Spider-Man numéro 5. Merci, Oncle Bob. Mais venons-en au cœur du sujet. La Tarentule s'évade de prison après avoir brutalement assassiné un gardien de prison. Bon, et alors là, inutile de vous dire que Lug a censuré l'acte. Je vous remets l'original pour que vous vous en rendiez bien compte. Tarantula attaque Spider-Man et le pousse dans un bus conduit par le chacal. J'ignore si c'est un problème d'impression ou si Lug a voulu atténuer l'aspect du chacal, mais dans la version originale, il a la peau plus foncée. La scène de baston est tout bonnement incroyable pour un gamin qui lit ça. J'avais été très marqué à l'époque. Elle est totalement irréaliste entre ce combat contre la Tarentule avec le chacal pour chauffeur et un clone de Gwen qui s'est écrasé l'arrêt sur un siège, stone et tranquillou sans réagir aux salades de doigts entre les protagonistes. Oui, donc une Gwen déconnectée de ce qui se passe autour d'elle, ce qui a pour but de déstabiliser l'araignée. Je vous rappelle que ce clone de Gwen Stacy avait déjà perturbé le teaser une première fois dans l'Amazing Spider-Man 144, vu dans le Strange 114 en juin 1979. Spidey est finalement vaincu et piqué au vif lorsque le chacal, assisté du piquant Tarantula, amène Spider-Man au sommet du pont de Brooklyn où Gwen a été tuée à l'origine. Il l'enchaîne et le jette dans le vide, mais l'araignée parvient à la fois à survivre et à éviter d'être emmenée par la police. Puis les événements s'enchaînent rapidement quand Ned Leeds se présente chez Peter et lui annonce que Gwen est en fait un clone. Surprise, motherfucker! Au début, Peter se dit qu'il est cliniquement con, mais Parker se souvient que des échantillons de cellules ont été prélevés sur lui-même, Gwen et tous les étudiants de la classe du professeur Warren. Alors ils vont le voir pour lui poser des questions à ce sujet. Tu te demandes d'ailleurs comment on a pu autoriser ce genre de prélèvement, enfin bon. Et alors qui a dit que les comics n'apprenaient rien aux gosses? C'est grâce à cette histoire que je découvrais le clonage. Avant, je n'en avais jamais entendu parler, et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à cette question. On bat les couilles, frère. Bien évidemment, en tant que gamin, on ne voit pas l'aspect bioéthique qui s'en dégage, et je trouvais ça cool à l'époque. Et puis pour mon expérience personnelle, je dois dire que ce récit de clonage avait un parfum d'interdit enivrant. Mes parents travaillant tous les deux et ne pouvant pas s'occuper de moi, j'étais élevé par mon oncle et ma tante qui étaient des personnes extrêmement religieuses, et quand je dis extrêmement, on n'était pas loin du fondamentalisme. Ah! Et du coup, lire cette histoire en cachette chez eux avait un côté transgressif, très jouissif, alors que je n'avais que 12 ans à peine. Déjà rebelle le mec. Je vous parle de cette anecdote car si pour l'époque, en France, cette histoire de clonage aurait pu poser des problèmes dans certains milieux, vous imaginez en Amérique. Donc oui, cette histoire de clonage est de la vraie dynamite, ne serait-ce que pour son avant-gardisme et son originalité. On dirait Bab Zombie. Donc Peter et Ned vont voir le professeur Warren qui leur dit que les échantillons ont été volés par son assistant de laboratoire, Anthony Serba. Bon, ça n'apparaît pas dans le Strange, mais il faut savoir que Ned est alors kidnappé par le chacal. Le récit s'attarde plutôt sur l'incroyable revanche de Spidey contre la Tarentule. La baston est incroyablement efficace et a de quoi donner la chair d'ampoule. Je dis ça car à un moment, ça castagne dur à l'intérieur d'un entrepôt à la lumière d'un unique projecteur du costume de Spidey. Du grand art comme mon jeu de mots sur cette chair d'ampoule, vous ne trouvez pas? Non. Et lorsque Spidey triomphe de Tarantula, un twist scénaristique survient comme savait si bien le faire Jerry Conway. Le tisseur est surpris par le chacal qui lui révèle être le professeur Warren. C'est tout simplement unbelievable. Aujourd'hui, à la relecture, le coup de la surprise de Peter par le professeur Warren est tiré par les cheveux. Sous prétexte que ce n'est pas un ennemi, il se fait surprendre, et bah c'est du bullshit. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le sens radar de l'araignée. Il bourdonne lorsqu'un danger imminent va survenir pour prévenir Spider-Man que la source soit un ami ou un ennemi. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Et d'ailleurs, pourquoi le Spider-Sense considère-t-il le professeur Warren comme un ami? La cordialité du professeur Warren pour Peter serait-elle suffisante pour annuler son pouvoir? Très bonne question. Non, ça ne marche pas comme ça, hein. En tout cas, cette histoire n'en reste pas moins un fantastique moment de bande dessinée, et le tout est mis en image de façon remarquable par Ross Andru. En joie. Voilà, cette émission est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à récompenser mon spectacle par un pouce et en vous abonnant. Cette semaine, Amazing Geek fête ses 5 ans d'existence, et si elle a duré aussi longtemps, c'est grâce à vous mes petits farfadets. Votre soutien, votre fidélité, votre gentillesse m'ont permis de vous offrir un spectacle hebdomadaire durant toutes ces années, et je vous en remercie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, toutes mes pensées vont à ceux qui seront seuls. Amazing Geek pense à vous les gars, hein, ne l'oubliez pas. Dans l'attente de notre revoyure, n'achetez pas chinois et consommez les programmes de cette chaîne. C'était Zombie dans le tube, salut les geeks. Mais mec, ça déchire! Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrête